Bonjour, aujourd'hui nous allons commencer notre série de séminaires et j'ai le plaisir d'accueillir Michel Rédé qui ouvrira le bal, si j'ose dire, en présentant de façon assez différente les mêmes sites dont nous avons déjà parlé, puisqu'il les abordera sous la question de l'architecture et de leur évolution. Michel Rédé est aujourd'hui directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Il est passé par l'École normale supérieure, il a été agrégé de lettres classiques, puis membre de l'École française de Rome, ensuite maître de conférence à l'Université de Pau, puis professeur à l'Université de Nantes. Il a été aussi un grand administrateur de la recherche, puisque dans les années 1993-1994, il était directeur scientifique des sciences humaines et sociales au ministère de l'Éducation nationale et de la Recherche. Et puis, il a été aussi, et c'est une fonction tout à fait importante, vice-président du Conseil national de la recherche archéologique française auprès du ministère de la Culture, et donc en charge directement de la gestion de l'archéologie sur le territoire national. Ses intérêts sont multiples autour de l'armée romaine. Il a fait sa thèse de doctorat sur les infrastructures et les dispositifs de la marine sous l'Empire romain. Et à partir de là, il a aussi travaillé beaucoup, à la fois dans le sud de la Méditerranée, en Égypte et en Libye, et dans le nord de l'Empire romain, en Gaule et en Germanie, sur les forts de l'armée romaine. On lui doit notamment la grande fouille, non seulement de certains camps militaires, du camp de Mirebeau par exemple, mais surtout, beaucoup plus connu, les fouilles des fortifications de César autour d'Alésia, des dispositifs du siège. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, il a aussi beaucoup travaillé en Égypte, dans l'oasis de Douche, dans la partie sud de l'oasis de Kharga, à l'occasion des fouilles effectuées à Kisis. Il a aussi publié le camp romain de Luxor, qui s'est installé dans le temple pharaonique. Et depuis le début des années 1990, il travaille avec nous, avec l'équipe dirigée par Hélène Cuvigny, sur les fortins de l'armée romaine en Égypte. Je lui laisse maintenant la parole, car il va d'ailleurs d'abord nous présenter sa propre conception des choses, et ensuite nous débattrons de quelques points qui méritent une discussion plus approfondie. Merci Jean-Pierre Brun pour cette présentation élogieuse, trop élogieuse. Merci de cette invitation aussi à présenter devant cette assemblée des travaux qui sont des travaux communs que nous avons menés ensemble sous la direction d'Hélène Cuvigny, qui parlera un peu plus tard dans l'année devant vous, et qui était notre chef de mission, une mission qui était une mission des affaires étrangères et de l'IFAO à la fois. Alors, je vais vous présenter, effectivement, du point de vue du spécialiste de l'archéologie militaire, ces praesidia du désert oriental d'Égypte, pour lesquels il n'y a pas véritablement de synthèse aujourd'hui. Il y a un embryon de synthèse dans le premier volume que nous avions publié ensemble sur la route de Myosormos, mais c'est une synthèse qui est déjà largement dépassée, ne serait-ce que parce que nous avons beaucoup fouillé depuis, que nous avons de nombreux exemples nouveaux à présenter et de nombreux éléments de réflexion qui n'avaient pas été développés à l'époque. Alors pourquoi praesidia? C'est le terme qui est le terme utilisé dans les documents papyrologiques du désert oriental d'Égypte. Initialement, c'est un terme qui indique la garnison d'un poste militaire, la défense, mais aussi, par extension, le poste lui-même. Et c'est le terme donc, technique utilisé à la fois en grec et en latin
dans ces documents papyrologiques. Alors, je vais être amené à rappeler quelques éléments qui déjà ont été probablement soulignés par Jean-Pierre Brun dans ses premiers cours, sur la carte d'abord, sur l'aire géographique étudiée d'autre part, et puis aussi très rapidement sur les très grands textes ou les très grands éléments d'information dont nous disposions avant de commencer ces missions. Alors, la carte actuelle vous montre la zone sur laquelle cette mission a travaillé, c'est-à-dire cette route-ci entre le coude du Nil, Koptos, près de Dendera, ou non loin de Dendera aujourd'hui, et la mer Rouge, Kosser. Je rappelle que Kosser est ensuite devenu un important port du Hadj, donc du pèlerinage vers la Mecque, vers la côte d'Arabie. Et cette route-ci, qui part de la même zone, de la même ville, Koptos, mais en direction cette fois-ci du sud-est, jusqu'à Bérénice, qui est une création ptolémaïque. Cette zone-ci est la zone qui est la plus étroite entre le Nil et la mer Rouge. C'est probablement la raison pour laquelle Strabon, dans un texte célèbre, qui est au livre 17, 1,45, décrit cette région comme étant l'isthme entre le Nil et la mer Rouge. En tout cas, c'est une interprétation que l'on peut avancer. Strabon écrit donc au tout début de l'Empire. Il a voyagé dans cette région en Égypte. C'est une des rares régions qu'il décrit et qu'il a véritablement visité, avec l'un des premiers gouverneurs d'Égypte, qui était l'un de ses amis personnels, Aelius Gallus. Et il publie plus exactement au début de l'ère chrétienne, mais à partir d'une documentation qui est à la fois une documentation personnelle et une documentation compilée de géographes plus anciens. Ce qui fait que, comme tous les géographes de l'Antiquité, son témoignage doit être pesé au trébuchet et de manière à ce que l'on puisse distinguer ce qui est témoignage personnel et ce qui est héritage de sources plus anciennes. Il décrit donc très sommairement ces deux routes, qui sont les deux routes du commerce oriental de l'Empire, précisant que cette route-ci, la route de Bérénice, qui est la plus longue, a été aménagée depuis, ou plus exactement a été utilisée déjà depuis les derniers Ptolémées. Celle-ci est à l'époque qui est la sienne, donc autour du tournant de l'ère chrétienne, celle qui est la plus utilisée, dit-il, et que l'on parcourt en 6 à 7 jours, alors que celle-ci est parcourue en une dizaine ou une douzaine de jours. Il précise aussi que, à son époque seulement, on a commencé à aménager ces deux routes, sans qu'ils nous disent de manière précise comment on les a aménagées, mais il précise qu'il y a des points d'eau à ce moment-là qui sont à la disposition des voyageurs et des caravanes. Pline l'Ancien, le naturaliste, au livre 6, 102, 103, reprend, mais d'une toute autre manière, la description de cette route-ci uniquement. Et je ne vais pas insister davantage puisque je pense que ces questions ont déjà été présentées ou le seront de nouveau dans le cadre d'autres conférences. Bien. Le troisième grand texte auquel il faut se référer, c'est pour, non pas stricto sensu cette région-là, mais pour l'ensemble de l'océan Indien et de la mer Rouge, c'est le périple de la mer Érythrée, le nom qui désigne la mer Rouge dans l'Antiquité, et qui est un périple anonyme qui décrit l'ensemble des ports de toute cette région vers le milieu du 1er siècle de notre ère. La dernière édition qui en a été donnée, celle de Lionel Casson, propose en tout cas cette date qui a été souvent controversée. Voici une carte qui vous montre en fait cette petite région que nous avons étudiée ici,
dans une relation géographique beaucoup plus vaste, avec la côte indienne ici, la côte somalienne là, le sud de la péninsule arabique ici. Les bateaux descendaient, je vous le rappelle, donc jusqu'au golfe d'Aden, jusqu'au Bab el-Mandeb, et ensuite faisaient une traversée directe vers la côte indienne, en haute mer, à une époque où l'on ne disposait pas de véritables instruments de navigation, mais grâce au système des vents qui les poussait dans un sens et les faisait rentrer dans l'autre, tout ceci dans le courant d'une année. Pline décrit ce phénomène qui est celui en fait des voyages sous les vents de la mousson, précisant que la navigation commence vers le mois de juillet à peu près, au moment de la crue du Nil, et que les voyageurs font cet aller-retour pratiquement dans le courant d'une année. Alors, je laisse à Jean-Pierre Brun le soin de vous en dire plus dans les cours suivants. Donc nous sommes ici, en fait, sur l'une des étapes de ce vaste commerce qui met Rome d'un côté et les produits de luxe et les parfums, les aromates de toutes ces régions en relation dans le cadre d'un commerce à très longue distance. Le quatrième grand élément dont il faut parler avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est cette grande inscription ici, l'inscription d'Essao de 1483 ou Porte du désert 56, qui doit être datée du 1er siècle après Jésus-Christ, enfin en tout cas avant l'époque de Trajan, que l'on date d'une manière générale plutôt vers le début du siècle, bien que cette datation ne soit pas du tout assurée. Elle indique d'une manière générale un contrôle par l'armée, une grande expédition, ce qu'on appelle en latin une vexillatio, destinée à construire des citernes, des forts aussi probablement, dans l'ensemble du désert de Bérénice, le désert, ce que nous appelons le désert oriental d'Égypte. Donc nous avons un groupe de soldats très important, environ 1400 hommes, 1414 même de manière très précise, qui associent donc des légionnaires, des troupes montées, donc des ailes de cavalerie, et des cohortes auxiliaires de l'armée d'Égypte. Pour être précis, 120 hommes de légions d'Égypte de l'époque, 435 cavaliers, 798 fantassins des cohortes auxiliaires et encore 61 cavaliers des cohortes auxiliaires. Donc c'est un groupe extrêmement important, un détachement très important qui a dû rester assez longtemps dans ce désert pour construire à la fois des laquis, c'est-à-dire des citernes, et peut-être aussi des castrats, donc les camps, les premiers camps de cet ensemble que je vais vous présenter maintenant. Au préalable, les voyageurs se déplaçaient en portant le Rhône, peut-être en utilisant les premiers puits qui avaient été installés, et ils ont laissé dans différents abris sous roches, comme nous le voyons ici, des quantités d'inscriptions qui indiquent leur passage, qui indiquent aussi quelquefois leur destination, etc. C'est Hélène Cuvigny qui vous en parlera plus longuement, je pense. Alors, qu'est-ce que nous apprennent ou qu'est-ce que nous ont apporté les nouvelles fouilles que nous avons pu faire depuis 1994, qui a été la date de notre première mission? Je reviens un instant sur cette carte qui ne vous présente que de manière tronquée, ici au nord, la zone des carrières, une zone dont je ne vais pas vous parler véritablement, mais qui avait fait l'objet aussi d'autres missions françaises et internationales dans les années précédentes, zone du Mont Slonianus. Et depuis, il y a eu aussi des fouilles britanniques importantes au Mons Porphyrites. Si j'en parle, c'est pour commencer par des premiers plans qui vous montrent d'un côté
ce petit fort d'Umbalad qui se situe dans le massif du Mons Porphyrites, donc la montagne du Porphyre, et pour le comparer à ce plan ancien déjà, levé par une équipe allemande dans les années 60 du Mons Claudianus, le site célèbre des carrières qui fournissent à Rome pour l'empereur une pierre qui est réputée et qui est donc une pierre qui a servi pour la construction du forum de Trajan. Et pour vous montrer que ces deux plans sont assez semblables l'un à l'autre, même si donc ils sont à la même échelle, même s'ils ne sont pas strictement identiques, mais ce sont donc chaque fois un rectangle avec une porte unique, une allée centrale ici, qui aboutit à un bâtiment qui ici n'est pas tout à fait au fond du fortin et qui est ici au fond du fortin, avec donc un bâtiment qui a une forme particulière, qui est plus vaste que les autres, et une série de casernements qui sont tout autour de cette allée centrale. Alors, il y a plusieurs états à Umbalad, il y a plusieurs états au Mons Claudianus, pour lesquels on connaît aussi toute une série d'agrandissements. Tout ceci n'est pas forcément très bien décortiqué aujourd'hui par l'archéologie, mais c'est un type de fort qui est totalement différent de ceux que je vais vous montrer maintenant, qui sont les forts des pistes. Pourquoi ? Parce que nous avons ici des forts qui se situent en montagne et qui ne servent pas au trafic caravanier, mais qui servent d'abri à des civils, pour l'essentiel, sous le contrôle de soldats, pour l'exploitation des carrières. Donc, la typologie de ces fortins est aussi fonction de l'usage que l'on en faisait et de la situation géographique des postes. Je vous montre quelques-uns des fortins rapidement de ces pistes. D'abord celui de El Heita ici, qui se situe donc à l'extrémité de la vallée. Donc on descendait les blocs de pierre depuis la zone des carrières jusque vers le Nil, qui se situe derrière cette ligne de montagne ici. Voici donc là des postes qui a subsisté jusqu'à aujourd'hui, très bien conservé. Si je vous le montre, c'est aussi parce qu'il est accompagné de ce type ici d'enclos, que vous voyez mieux sur un autre poste qui est là, Badia, plus proche des lieux d'extraction, et qui servent, donc il s'agit là d'enclos, probablement, pour les animaux de trait qui descendaient les blocs vers la vallée. Ce type d'installation-là, nous ne le retrouvons pas sur les pistes de Coptos ou de Bérénice, que je vais vous montrer ensuite. Donc là encore, des installations qui sont particulières et qui sont attachées à la fonction de ces fortins qui servent en quelque sorte à contrôler et à organiser la descente des blocs de pierre vers la vallée, d'où ils sont ensuite envoyés pour certains vers Rome. Alors, le premier fort que nous avons fouillé, c'est celui-ci, c'est un des mieux conservés, c'est celui d'Alzarca, ou Maximianon, puisque nous connaissons son nom antique, et il se trouve, ici je n'arrive plus à lire de manière précise cette carte, qui est un peu petite, mais dans cette région-là, donc sur la route du nord, celle de Coptos. Alors, nous avons là un fortin un présidium assez caractéristique de tous les fortins que nous allons trouver maintenant sur ces routes caravanières vers Coptos ou Bérénice. C'est un ensemble assez régulier qui fait une cinquantaine de mètres de côté, un petit peu plus de 50 mètres, mais guère plus, avec une seule entrée, ici, une série de tours qui sont des tours saillantes, rondes, et dont il faut préciser tout de suite qu'elles sont contemporaines de la construction de l'ensemble. Vous verrez pourquoi c'est un élément important tout à l'heure. L'ensemble est centré
autour d'un grand puits, ici, qui s'est effondré sur lui-même, comme la plupart de ces grands puits que nous trouvons dans ces différents fortins. Il y en a toujours un au centre. Vous voyez tout de suite que, typologiquement, ce type de fortin est très différent des plans que je vous ai montrés et qui étaient ceux des carrières. Et puis, alors, ces puits se sont effondrés sur eux-mêmes, aspirant la plupart du temps, avec le temps, toutes les constructions alentour, ce qui fait que la forme que vous avez ici est certainement excessive par rapport à la réalité antique, mais on peut restituer, parce qu'on avait ici une bordure encore conservée, enfin une construction encore conservée de la bordure du puits, peut-être un élément de départ d'escalier, que nous avons des puits qui ont une bonne dizaine de mètres, une douzaine de mètres de diamètre à l'ouverture, peut-être davantage. Toutes les constructions ici que nous avons sont des constructions d'origine, ou pratiquement, à part quelques rajouts qui ont été faits par ici, et qui sont en fait des casernements qui sont adossés au rempart. Ici, dans cet angle-ci, nous avons un ensemble thermal, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc voilà à peu près le schéma classique que nous allons rencontrer dans la plupart des cas de ces sites. Alors, je vous montre ici plusieurs exemples qui sont des exemples comparés, tous à la même échelle. Donc le fort de Crocodilo, qui se trouve un peu plus à l'ouest de celui de Maximianon Alzarca, que je vous remontre ici d'une manière avec un plan simplifié. Le camp celui de Hamra, celui de Daoui qui se situe un petit peu à l'est en revanche, mais toujours sur la même piste. Vous voyez que on retrouve toujours les mêmes schémas, même si les dimensions de détail varient quelque peu et si la disposition interne n'est jamais strictement identique. On n'a pas toujours, parce qu'on n'a pas fouillé suffisamment non plus tous ces postes, le plan complet. Par exemple, ici, nous avons une partie qui est détruite en surface et que nous n'avons pas fouillée. Et pas toujours très, très commode de comparer pièce à pièce tous ces dispositifs. Il reste que ce sont des dispositifs qui sont bien clairs, assez caractéristiques des canons de l'architecture militaire romaine, et que même si nous n'avons pas, je vous en reparlerai tout à l'heure, d'exemples similaires en Occident, mais que l'on peut, ce sont des dispositifs qui ont été assez peu altérés par un usage trop prolongé, à la différence de ce que nous allons trouver sur la route de Bérénice. Ces forts ont été en effet en usage, disons, une grosse centaine d'années, 120 ans, pas plus, la plupart du temps. Donc entre le règne de Vespasien, fin du 1er siècle de notre ère, et la fin du second siècle de notre ère aussi. Donc les plans sont restés des plans relativement purs, ceux de la route de Bérénice sont beaucoup plus altérés. Une seule exception, c'est ce petit fort ici de Castelbanat, qui est plus petit, qui a des tours d'entrée carrées, pas de tour d'angle connu, pas de puits intérieur connu, une série de baraquements tout autour du poste aussi, mais surtout un matériel qui semble un petit peu plus tardif. C'est un fort qu'on pourrait dater probablement de l'époque sévérienne, donc fin 2e siècle, début 3e siècle, et peut-être aussi en fonction de quelques bribes d'inscriptions que j'avais retrouvées devant la porte, mais qui ne nous ont pas donné une date absolue certaine. Donc il est possible que ce petit fortin, qui n'a pas été en usage très très longtemps, semble-t-il, et qui se situe plus à l'ouest, vers la vallée du Nil, soit d'une date différente de ces autres fortins. Vous voyez aussi que morphologiquement, il n'est pas identique. La route de Bérénice nous offre, en revanche, toute une série d'éléments
qui sont beaucoup moins faciles à définir d'un point de vue général. Alors, nous avons des fortins ici qui sont assez rectangulaires dans leur dispositif, sauf celui d'Iovis qui est plus carré. Voilà ceux que nous avons pu fouiller. Ils ont aussi des superficies qui sont variables. Par exemple, celui de Falacro ici est beaucoup plus petit que les autres. On retrouve un certain nombre des éléments que nous avions reconnus dans la route de Myosormos. Une entrée unique, toujours, même s'il y a ici, là aussi, des poternes que nous avons pu mettre au jour et dont nous ne savons pas toujours si ce sont des reconstructions tardives ou des éléments constitutifs de l'architecture initiale. Donc une entrée unique, une enceinte avec des tours qui sont des tours d'angle, rondes la plupart du temps, plus ou moins régulières. Vous allez voir des détails d'architecture tout à l'heure. Et un grand puits central, ici, là ou là. Donc on retrouve toujours les mêmes éléments constitutifs. La grande différence que l'on peut observer dans le détail, en revanche, c'est que les plans ont été considérablement altérés avec le temps, parce que ces forts ont duré beaucoup plus longtemps. Donc ces plans, même extrêmement simplifiés que je vous montre ici, très schématiques, ne rendent pratiquement pas compte de l'ensemble de constructions ou de reconstructions successives qui ont pu avoir lieu. Et la plupart du temps, nous ne disposons pas des architectures primitives qui ont été construites au moment de l'édification de l'enceinte et de l'installation du poste. Nous n'avons que les derniers niveaux, indéfiniment reconstruits, et ce qui ne facilite pas forcément une bonne compréhension de la fonction de telle ou telle pièce, et en tout cas certainement pas la détermination des éléments primitifs de ces fortins. Alors, quelques diapositives pour remplacer ces plans austères qui vous montrent des détails de construction, par exemple de ces tours d'angle qui sont extrêmement réduites en taille, toujours construites en pierre sèche. L'ensemble de ces courtines du désert oriental, de ces fortins du désert oriental d'Égypte, est toujours construite en pierre sèche, extraite sur place, où il y a de la pierre partout. Vous voyez les affleurements de roches un petit peu partout dans les parages. On accédait à ces petites tours directement depuis la courtine. Elles sont de plein pied, donc elles ne sont pas surélevées par rapport à la courtine, à la différence de ce que nous connaissons dans la fortification militaire romaine de manière générale, où les tours sont toujours plus hautes que le rempart. Et ces petites tours ont simplement pour fonction, par leur caractère saillant, de défendre en flanquement, en cas d'attaque, les côtés du rempart, de la courtine. En revanche, le caractère très bien conservé de certaines de ces fortifications permet d'estimer la hauteur des remparts, puisque cette hauteur est conservée intégralement jusqu'au chemin de ronde dans certains cas. Ici à Zarqa, on a même les créneaux qui ont été préservés. Alors, je vous ai mis un petit tableau ici qui vous donne une idée des hauteurs que nous connaissons. 3,12 m à Zarqa, 2,65 m à Didimoy, au moins plus ou moins 3 mètres à Doueg, 1,77 m à El Amra. Cette taille-là étant assez basse. Alors, nous avons beaucoup de difficultés à estimer d'une manière générale la hauteur des remparts de l'Antiquité romaine. Nous n'avons que très peu d'indications. D'abord parce qu'en Occident, où on les a le plus fouillés, ils sont toujours à raser et donc les hauteurs ne sont pas préservées.
Nous n'avons en fait qu'un seul rempart bien préservé. Nous n'avions jusqu'à présent qu'un seul rempart bien préservé en Afrique du Nord, à Gueriat El Garba, en Libye, avec des hauteurs qui avoisinent 3,50 m, 3,60 m. C'est une dimension qui correspond à peu près à une donnée que propose César pour la construction des remparts d'Alésia, 12 pieds, qui correspond à 3,60 m et qui correspond à la hauteur normale du chemin de ronde. Les fortifications urbaines sont souvent beaucoup plus hautes et les fortifications de l'Antiquité tardive seront souvent plus hautes. Si vous allez par exemple à Rome, voir le mur d'Aurélien, vous verrez que le premier étage du rempart est donc construit vers 275. Le premier étage du rempart de la ville fait environ 6 mètres de hauteur, donc c'est beaucoup plus haut, et il est ensuite doublé pratiquement pour atteindre une douzaine de mètres dans les parties qui sont les mieux conservées et sur lesquelles on peut le mesurer. Donc on a des hauteurs qui peuvent être extrêmement variables en fonction des besoins. Ici, une hauteur de 3,12 m pour un petit poste comme celui de Zarqa ou de Maximianon que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est quelque chose d'assez considérable, donc une défense qui est significative face à des adversaires qui sont constitués de petits groupes de bédouins qui n'ont pas de moyens d'assaut véritables. Donc la seule hauteur des remparts suffit d'une certaine manière à protéger le poste. Je vous parlais tout à l'heure de poternes. En voici quelques exemples. Ici à Didimoy, ici à Beyza, ici à Umbalat, c'est un cas particulier. J'y reviens tout de suite. Pourquoi des poternes ? Eh bien, les poternes, toute porte est toujours un point faible, et point faible de la défense, parce que c'est une grande ouverture qui doit laisser passer les hommes et les animaux, quelquefois les charrettes, donc un point faible. En raison même de son dispositif. Les poternes, en revanche, permettent de faire sortir 2-3 hommes. Ce sont des dispositifs plus resserrés et donc beaucoup moins fragiles que la porte principale. C'est la raison pour laquelle on en construit. Et donc il y en a systématiquement dans les forts de la route, au moins pour ce que nous avons pu voir jusqu'à présent, dans les forts de la route de Bérénice. Ici, je reviens sur l'un des postes des carrières, c'est-à-dire celui d'Umbalad dans le Porphyrites, pour vous montrer un élément que l'on rencontre dans cette zone, qu'on rencontre aussi au Mont Sclodianus, et qui est ce qu'on appelle une clavicula, c'est-à-dire un dispositif militaire classique dans les fortins de l'armée romaine, y compris dans les grands camps d'étape ou de marche beaucoup plus vastes que ceux-ci, et qui servent à protéger la porte en créant un obstacle devant celle-ci, un obstacle en forme de clavicule, d'où le nom latin de ce dispositif. Les premiers que l'on connaisse sont les clavicules, sont celles d'Alésia, peut-être même de Numance, selon un témoignage un petit peu douteux du fouilleur qui avait exploré Numance en Espagne, Adolf Schulten. Bien. Alors voici une vue un peu plus générale d'un de ces postes. Vous voyez leur état de conservation pas toujours très bon ici. Donc là, on est sur la route nord, c'est de Sormos, avec cet énorme puits qui a aspiré une partie des défenses, des bâtiments internes. Les défenses sont en revanche assez bien conservées toujours, parce qu'elles sont justement éloignées du puits. Quand elles ont été arrachées, c'est souvent parce que les crues de ces oueds ont emporté une partie du rempart. Un élément fondamental, et sur lequel je n'ai pas jusqu'à présent insisté, de ces dispositifs militaires romains dans le désert oriental d'Égypte, c'est la présence de l'eau. Alors, on a besoin d'eau, évidemment, pour que les hommes qui sont en poste puissent survivre.
Et on a besoin d'eau aussi pour les caravanes qui passent, caravanes de chameaux probablement, qui transportent ces produits du commerce oriental de Rome vers les ports d'embarquement, donc Myos, Hormos et Bérénice. Et on a donc à la fois besoin d'un puits pour extraire l'eau. Nous ne connaissons malheureusement pas bien ces puits. Je vous ai dit qu'ils s'étaient effondrés les uns sur les autres, et les fouiller au milieu du désert de manière complète pour atteindre le fond exigerait des moyens techniques dont nous n'avons jamais pu disposer, donc nous ne savons pas très bien comment ils étaient construits. Nous ne savons pas très bien non plus quelles pouvaient être les machines et les vattoirs qui servaient à extraire l'eau, mais je pense que Jean-Pierre Brun vous en dira davantage une autre fois. On a simplement retrouvé des godets céramiques. Ils pouvaient aussi extraire l'eau avec des outres, probablement. Nous n'avons pas pu, jusqu'à présent, mettre en évidence un dispositif clair d'extraction de cette eau dont la profondeur peut varier de 7 à 15 mètres, selon la hauteur de la nappe phréatique et selon la position de ces fortins, la position géographique de ces fortins dans le fond de la vallée. Donc des puits, comme celui que vous voyez ici, à Didimoy, des grandes citernes. Alors, les citernes de Didimoy ont donné un très grand nombre de citernes. Ici, il y en a 1, 2, 3, 4 qui ont été construites successivement. Construites et reconstruites et augmentées. C'est-à-dire que la première citerne, ici, avait une capacité importante, mais relativement réduite, et ensuite, on a pratiquement doublé le dispositif. Donc, on a plusieurs centaines de mètres cubes qui sont à disposition du fort, beaucoup plus qu'il n'en est nécessaire, qu'il n'en est besoin pour alimenter les hommes qui sont ici en garnison, qui se comptent par poignée, au maximum 15 à 20 soldats, pas davantage. Là aussi, Hélène Cuvigny viendra probablement vous en parler. Donc on a besoin de stocker beaucoup d'eau, et on a besoin de l'eau qui vient du puits et non pas de l'eau de pluie, sauf cas rare. Et les animaux sont abreuvés à l'extérieur, donc ils restent à l'extérieur du fort, par l'intermédiaire d'un petit canal, d'un petit conduit, comme celui que nous avons ici à Zarqa. On va retrouver le même dans le rempart ici à Didimoy, qui vient donc déverser l'eau à l'extérieur du fort dans des abreuvoirs où les bêtes peuvent venir, les chameaux peuvent venir s'abreuver. Donc ça signifie que les bêtes de somme restent à l'extérieur du fort et au contraire, ils ne pénètrent pas. Ici, il n'y aurait d'ailleurs pas la place pour abriter un troupeau complet. Ici, un cas très très particulier, très curieux, d'une citerne, mais on est dans la zone, cette fois de nouveau des carrières où on balade, d'une citerne qui est creusée dans l'une des pièces principales du fort, que j'ai identifiée comme chapelle aux enseignes. Je vais revenir sur cette question tout à l'heure. Donc un lieu un peu particulier et qui sert à stocker de l'eau qui, là, au contraire, peut être en partie de l'eau de pluie, car on est dans une zone où la pluviométrie est beaucoup plus intense. Et puis, la présence de l'eau se traduit de manière systématique par l'existence de petits ensembles thermaux, très petits ensembles thermaux. C'est là un marqueur caractéristique de la culture romaine, vous le savez, et ces petits thermes, qui comprennent la plupart systématiquement une salle chaude, une salle froide et rien de plus, sans doute un petit vestibule pour se déshabiller, ont révélé des dispositifs techniques qui peuvent être très différents d'un endroit à l'autre. Par exemple, ici, nous avons un petit système d'hypocauste donc qui était chauffé, comme le sont les termes classiques d'Occident, alors qu'ici, dans cet exemple de Zarqa que je vous avais montré tout à l'heure
sur un plan à plus grande échelle, nous avons au contraire une petite pièce là, circulaire, qui était une pièce chauffée, probablement par l'apport de brassereaux ou sans doute de tessons qui étaient chauffés à l'extérieur et qui permettaient de réchauffer l'atmosphère. Donc c'est une espèce de petit sudatorium, un petit sauna si vous voulez, ici qui n'était pas chauffé directement par en dessous selon le principe classique des thermes. Et puis ici encore un petit ensemble thermal, celui du fort de Iovis, où nous avons de nouveau un ensemble d'hypocaustes. Alors, il est tout à fait caractéristique que dans un milieu aussi sec, aussi aride, où certes il y a de l'eau, mais on n'a pas besoin, en principe, on n'aurait pas besoin en principe de la gaspiller, on ait des systèmes thermaux de cette nature. À qui était-il réservé? Tous les hommes de la garnison, seulement les officiers? Je pense plutôt l'ensemble de la garnison, compte tenu du caractère culturel de ce marqueur donc, que sont les thermes partout dans le monde romain et dans l'armée en particulier. Et ceci montre bien que la présence des militaires, même s'il y a un certain nombre de civils à côté, implique un certain nombre d'implications à la fois techniques et culturelles dans ces petits fortins du désert. Le rythme, en revanche, de fonctionnement de ces termes n'est pas connu. Nous manquons sur ce point de documentation papyrologique pour nous en dire davantage. Quant au combustible qu'on pouvait utiliser pour chauffer ces petits hypocaustes, on parle en général de paille, mais la paille ne donne pas des feux extrêmement importants. J'imagine plutôt des briques de paille et d'excréments d'animaux qui fournissent au contraire un assez bon combustible, mais on n'a pas retrouvé de véritables traces archéologiques. Un ostracone découvert à Maximianon el-Zarqa nous indique ici 4 coins. Donc vous avez les termes grecs qui sont ici, les 4 coins de ce fortin qui ont chacun une fonction. Il y a le coin de l'oreum, il y a le coin du praetorium, il y a le coin des thermes et il y a le coin du conduit. Alors, nous avons eu la chance à Maximianon de trouver les thermes ici, le conduit extérieur pour abreuver les animaux à cet endroit, l'oreum probablement à cet endroit aussi. Restait à identifier le praetorium, ce qu'a fait Jean-Pierre Brun dans cet angle-ci, et ça nous indique qu'effectivement il y a des pièces qui ont une spécialisation à l'intérieur de ces postes, ce qui fait que nous avons, par comparaison en quelque sorte, identifié ici dans un autre poste, qui est celui de Iovis, le praetorium à cet endroit, en raison de la présence de mosaïques qui ont été découvertes. Alors ces mosaïques sont constituées de cailloux blancs et noirs, bien choisis. C'est une iconographie assez sommaire, mais quand même, qui quand même dans ce désert fait un peu tâche avec les constructions habituelles qui sont assez sommaires et qui montrent que nous devons avoir affaire avec le praetorium au coin du commandant. Le praetorium, c'est en effet ce qui désigne dans la littérature militaire technique la tente, à l'origine la tente du chef d'unité, et par conséquent ensuite les quartiers où il habite. Évidemment, ces officiers ou bas officiers dans ces petits postes ont droit à un quartier qui est beaucoup plus vaste que les simples hommes de troupe. Vous voyez que ces parties-ci sont beaucoup moins vastes que cet ensemble qui est là.
là, nous avons toute une série de constructions, même si elles ont été largement refaites, qui montrent que les hommes de troupe devaient se contenter, comme partout dans le monde romain, disons, de quartiers beaucoup plus médiocres. À titre d'exemple, je vous signale que dans les forts occidentaux, par exemple, nous avons des surfaces pour 8 hommes qui ne dépassent pas entre 12 et 15 mètres carrés selon les types d'unités. Donc 2 mètres carrés par homme, c'est très peu pour vivre, pour faire la cuisine et pour rester là pendant plusieurs années ensemble. Alors, j'aborde un point qui est un point complexe, qui est celui du lieu sacré, donc l'Aedes, terme latin qui désigne le petit temple, de ces différents postes militaires. Dans aucun des fortins que nous avons fouillés, nous n'avons retrouvé un dispositif initial, primitif, donc correspondant à la construction du fort, en place, sauf sur un point que je vous montrerai, sauf sur un fort que je vous montrerai ensuite. Dans la plupart des cas, nous avons en fait une construction qui a été déplacée au cours du temps. Je reviendrai dans la discussion tout à l'heure sur ces problèmes parce que ce sont des problèmes techniques compliqués. Je veux simplement me contenter ici de vous présenter la position et rapidement le dispositif de ces différentes Aedes. Tout fort militaire romain est en effet placé sous la protection de Jupiter, qui est le dieu des armées par excellence, ce qui ne signifie pas que d'autres divinités ne puissent l'accompagner. Mais en général, il s'agit donc du Jupiter romain Capitole. C'est dans ces petits temples que l'on conserve donc les enseignes, généralement installées sur un podium, que l'on conserve souvent un petit portrait de l'empereur régnant, pas de grandes statues. Les grandes statues sont généralement ailleurs, quand il y en a, et puis que l'on conserve aussi la solde. Et nous savons par toute une série de témoignages, notamment des témoignages papyrologiques, tant d'Égypte que d'Orient, et notamment de Doura Europos, que ces lieux sont des lieux qui sont en permanence gardés par les soldats, qui sont jour et nuit en faction. Bon, c'est le lieu sacré par excellence. Et c'est là que le chef de corps vient sacrifier, quand il y a aux jours de fête, qui sont extrêmement nombreux. À ce moment-là, on enguirlande, on décore de fleurs les autels et ces chapelles. Nous avons d'ailleurs un témoignage papyrologique dans ce désert oriental de ce type de fête. Ici, donc à Didimoy, alors qu'on attendait la chapelle aux enseignes, comme on le dit en français, donc la Aedes, ici face à l'entrée, selon une théorie que j'ai moi-même en partie construite, en réalité, nous le trouvons à cet endroit-là, mais il s'agit, donc c'est cet ensemble qui a été découvert ici par Jean-Pierre Brun et fouillé par Jean-Pierre Brun, mais à un endroit qui n'est pas l'emplacement primitif, ça on en est certain, car il y a des constructions en dessous. Même chose, alors quelques détails ici de la fouille du professeur Brun, avec une vue en élévation de cette partie du mur qui est ici, une niche au centre. Là. La brèche du mur que vous voyez ici, c'est celle-ci. Les deux niches latérales, ce sont celles-là. Et ce qui permet d'identifier cette construction tout à fait particulière comme une Aedes, comme un ensemble religieux, c'est à la fois les dispositifs qui ont été découverts, le matériel de culte qui a été découvert, ou le matériel associé au culte qui a été découvert,
et puis des fragments de scènes, par exemple ici, fragment d'une scène de soldats cuirassés, avec une cuirasse en écaille. Donc vous voyez ici les jambes à cet endroit-là et la cuirasse ici, qui se dirige donc vers le fond, disons vers le centre de la scène. Pardon. Quelques éléments ici du culte, mais ce qui est frappant, c'est l'existence de cette tête de Sarapis, que nous allons retrouver à plusieurs reprises dans ce désert oriental. Sarapis, je vous le rappelle, c'est le grand dieu gréco-égyptien d'origine ptolémaïque, enfin, créé par les premiers Ptolémées en Égypte. Et alors qu'on s'attendrait à Jupiter, même si les têtes sont quelquefois proches l'une de l'autre, alors qu'on s'attendrait à voir Jupiter, on voit Sarapis. Mais à cette époque-là, Sarapis et Jupiter ont souvent été confondus en Égypte, et nous avons en particulier de bonnes raisons de croire, à partir d'une inscription d'un autre site, que nous avons affaire à un Zeus ou un Jupiter, grand Sarapis, donc les deux figures divines étant ici associées, voire confondues. Ici, une frise montrant un cavalier, peut-être les Dioscures, se dirigeant vers la droite. C'est aussi une iconographie fréquente dans ce type de contexte. Enfin, une autre fouille, toujours de Jean-Pierre Brun, cette fois-ci dans le fort de Iovis, où la chapelle est déplacée près de la porte à cet endroit-là. Là aussi, il s'agit d'une reconstruction, avec un dispositif tout à fait extraordinaire, puisque nous avons un podium, plutôt qu'un autel, un podium installé près du fond de la pièce, sur lequel se trouvait une série de statues, donc un podium assez richement décoré, avec une sorte d'opus sectilé, une mosaïque par devant. Sur ce podium, une série de statues qui ont été mutilées. Là aussi, ça mériterait un développement beaucoup plus long que celui que je peux faire, mais le fouilleur pourra vous en dire davantage. Et on est toujours là aussi dans un contexte qui est un contexte curieux, puisque très clairement le matériel découvert dans cet ensemble est relatif au culte de Sarapis, et non pas stricto sensu du Jupiter romain. Là aussi, on peut en rediscuter tout à l'heure. Et par devant, les éléments de deux colonnes qui subsistent et qui montrent qu'il y avait au-dessus de cet ensemble un baldaquin qui servait à protéger l'ensemble de ce podium sur lequel étaient installées les différentes divinités du lieu. Enfin, le dernier que nous avons découvert, c'est celui de Wadi-Gerf Xeron Pélagos. Vous voyez ici une photo d'ensemble au tout début des fouilles, avec un petit plan. Et cette fois-ci, cette chapelle a été découverte à cet endroit-là, donc encore dans une position différente, à côté des citernes cette fois-ci. Et il s'agit une fois de plus d'un dispositif secondaire par rapport à la construction initiale. Alors, on a sur l'avant un autel, ici, qui est un petit dé de briques cuites. On pénétrait comme ceci, en faisant un petit coude qui aboutissait par des marches qui étaient recouvertes de mosaïques, donc comme un parcours qui est comme ceci, qui aboutissait à quelque chose qui se trouvait au-dessus de cet ensemble-là qui est creux, qui est simplement une espèce de coffre bien enduit, au-dessus duquel se trouvait peut-être une statue. Ce qui reste de cet ensemble assez complexe ne montre pas en soi qu'il s'agit d'un lieu cultuel, si ce n'est la présence d'éléments qui se réfèrent à Aphrodite,
à Athéna, excusez-moi, pour ce lapsus, à la fois des ostracas et une tête qui a été préservée à cet endroit-là. Donc j'ai supposé qu'il s'agissait, là encore, du lieu de culte du fort. Enfin, il est important de mentionner, pour ce fort de Bir Beiza que nous avons exploré il y a quelques années et qui a duré très peu de temps, donc qui a été très peu altéré par les reconstructions, il faut mentionner la présence de ce petit dispositif ici, qui nous a surpris par sa présence près du puits et dans la cour, et dans lequel nous avons reconnu un dispositif déjà observé ailleurs sur la route de Koptos à Myosormos, avec des banquettes et probablement un petit support de statue qui est à cet endroit-là, en tout cas quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire, qui n'est pas une pièce d'habitation, qui n'est pas une pièce de service, qui ne peut être effectivement qu'un petit lieu de culte, et qui celui-ci n'a pas été déplacé, c'est le seul que nous connaissions, par rapport à, au contraire de tous ceux que nous avons pu observer jusqu'à présent. Pourquoi ? Parce que justement ce poste de Bir Beiza a été très, très rapidement abandonné, peut-être parce que son puits était asséché. Donc voici, je complète par d'autres dispositifs qui ont été observés cette fois-ci sur la route de Myosormos et qui m'ont donné à penser que nous avions face à l'entrée cette fois-ci des dispositifs de banquettes qui pouvaient s'apparenter à des chapelles aux enseignes, mais j'en suis aujourd'hui un peu moins sûr. En tout cas, c'est une question qui doit être reprise par la recherche. Dernier élément de présentation de ces fortins avant une conclusion un peu générale, la présence fréquente, multiple, dans les tout derniers niveaux des forts, ici de fours, très très nombreux, qui sont, vous voyez, montés sur une accumulation de déblais à l'intérieur des remparts, de petits greniers, disons, ou de petits éléments de stockage dans un autre cas, au milieu de la cour, d'enclos à animaux qui se situent à l'intérieur de la cour elle-même, à Iovis. Et tout ceci, sans que nous sachions très très bien le dater de manière très très précise, doit se situer quelque part vers le milieu du IIIe siècle, à un moment où la vie de ces fortins a certainement beaucoup évolué et où la structure même de l'armée a certainement beaucoup évolué. On n'imagine pas volontiers des moutons à l'intérieur d'un camp militaire romain. On n'imagine pas volontiers ces batteries de fours ici, dont d'autres éléments ailleurs nous indiquent peut-être que l'on fabriquait du pain pour les populations bédouines locales. C'est une hypothèse hasardée, mais dont il faudrait que nous discutions aussi. Donc, on voit qu'à mesure que le temps passe, l'ensemble de ces architectures s'altère beaucoup, se modifie beaucoup, se transforme, se ruralise en quelque sorte, se bédouinise, si j'ose ce néologisme, pour arriver à quelque chose qui ne ressemble plus du tout à ce que l'on pourrait imaginer justement d'une structure rigoureuse de l'armée. Voilà, ici, il y a d'autres éléments identiques dans un autre fort, celui de Didimoy. À noter aussi que dans les derniers épisodes de la vie de ces fortins, peut-être parce que la garnison était beaucoup moins nombreuse, qu'il y avait une insécurité plus grande, on ne jette plus le dépotoir à l'extérieur du fort, comme Jean-Pierre Brun vous l'a montré, je pense, les cours précédents, mais à l'intérieur même, dans les pièces qui sont désaffectées. C'est-à-dire que les poubelles sont jetées directement à l'intérieur de ces postes. Alors, une conclusion en forme de commentaire général. Je change de région complètement, c'est-à-dire que je me déplace en Syrie, dans la steppe
au nord et au sud de Damas, pour vous montrer un certain nombre de photographies aériennes qui ont été autrefois, pendant le mandat français, donc dans les années 20 et 30, prises par l'un des pionniers de l'archéologie aérienne, le père Poidbard. Et vous voyez ici une série de postes qui ont à peu près la même taille que ceux que je viens de vous montrer. Donc, Hanheibe, Qatar, Abiad, je pourrais vous en montrer des dizaines d'autres. Les photos prises par Poidbard étaient des photos tout à fait bluffantes, superbes. Mais c'est moins ça qui m'intéresse que ce qu'on a fait dire, ce que Poidbard lui-même a dit de ces ensembles, et qui est resté canonique dans toute la littérature consacrée aux études sur l'armée romaine tardive. Pourquoi ? Parce qu'on est le long d'une route qui est connue comme, grâce aux inscriptions, comme la strata Diocletiana. Strata, un terme tardif, de latin tardif et d'argot militaire en quelque sorte, qui désigne la route, stricto sensu, et Diocletiana, donc de Dioclétien. Cette route va de Damas à Palmyre, au milieu du désert. On l'a souvent identifié comme Alimès, même si je conteste cette identification, mais là n'est pas le propos. Étant donné que la plupart de ces fortins sont installés le long de cette strata Diocletiana, on les a datés ipso facto de cette époque, c'est-à-dire de la fin du IIIe siècle, début du IVe siècle de notre ère, avec donc une forme carrée, des postes, des tours d'angle carrées elles aussi, ou semi-circulaires, toujours saillantes. Ce qui fait que, pour les spécialistes d'archéologie militaire, ce dispositif de tours saillantes, ici, a toujours été identifié et est toujours identifié comme une caractéristique de l'époque tardive et de l'époque de la tétrarchie, c'est-à-dire à un moment où l'armée est complètement restructurée par Dioclétien et adopte des dispositifs différents avec des unités beaucoup plus petites, beaucoup plus réduites en effectifs que celles de l'époque du Principat, donc des 1er, 2e, début du IIIe siècle de notre ère. Voici des plans, ici, Hanel Halabat avec sa photo aérienne ici, qui vous montre que nous avons un dispositif qui, dans ses grandes lignes et avant fouille, rappelle ce que nous avons pu observer sur la piste de Bérénice, par exemple. Construction en pierre soignée, tour ronde aux angles, porte unique, dimension 47 mètres ici, 47 mètres, je vous rappelle que Zarqa c'était une cinquantaine de mètres, donc l'assimilation était facile. La grande différence entre ces postes de Syrie et les postes du désert oriental d'Égypte, c'est que nous n'avons jamais de puits central ici, mais au contraire à l'extérieur de grandes citernes, des birkets dans le jargon arabe local, qui sont destinés à recueillir les eaux de pluie au moment où il pleut, c'est-à-dire à l'automne et au printemps. Mais on est dans un contexte géographique très différent où les précipitations sont abondantes. Voici un autre fort très très bien conservé, celui de Mankoura, avec, vous voyez, ces énormes citernes qui sont à côté du poste ici. Bien. Le parangon, si je puis dire, de ces fortifications de l'Antiquité tardive, c'est le poste de Kasser-Pshir en Jordanie, dont vous voyez ici à la fois le plan, levé par l'équipe de Tom Parker, l'équipe américaine de Tom Parker, avec donc toujours une seule entrée, des bastions d'angle, et face à l'entrée, le dispositif d'une pièce plus importante que d'autres, que l'on a identifié toujours comme l'Aedes, la chapelle aux enseignes, ici. L'ensemble est très très bien conservé en élévation, très vraisemblablement compte tenu du dispositif de mangeoire que nous avons contre la muraille ici, là en bas et là. Il s'agit d'un poste pour une unité de cavalerie
le nom de ce poste est connu, Nikasram Abdeni, et la date aussi est bien connue par une inscription qui se trouve ici au-dessus du linteau de la porte et encore en place. Donc c'est l'époque de Dioclétien. Cet ensemble fait qu'on a daté tous ces systèmes de fortification de l'époque de l'Antiquité tardive, et c'est ce qui explique que dans une vie antérieure, j'ai pu prendre, et donc avant fouille, j'ai pu prendre les postes du désert oriental d'Égypte pour, comme tous mes collègues spécialistes de ces questions, pour des fortins aussi datables de l'Antiquité tardive. Les fouilles ont au contraire montré qu'il s'agissait d'ensembles beaucoup plus précoces, c'est-à-dire datables de l'époque de la fin du 1er siècle après Jésus-Christ, à l'époque des Flaviens, jusqu'à, disons, le milieu du IIIe siècle pour les derniers niveaux que nous avons pu mettre en évidence. Ça prouve au minimum que ces critères typologiques ne suffisent pas à eux seuls à dater ces fortifications militaires romaines. On en est aujourd'hui convaincu, même si cette idée passe difficilement dans le milieu des spécialistes, parce que nous n'avons pas du tout la même chose en Occident. Enfin, je vous montre 3 plans qui sont eux aussi de l'époque, disons, de la tétrarchie, fin du IIIe siècle, début du IVe siècle, d'Égypte cette fois-ci, je suis revenu en Égypte, Dionysias dans le Fayoum, Abouchar sur la côte de la mer Rouge, un peu au nord du port de Myosormos, et Tel El-Er dans le Sinaï. Je commence par Tel El-Er, qui a été d'abord une forteresse de l'époque perse et qui est transformée dans l'Antiquité tardive en fortification que l'on attribue à l'époque de Dioclétien grâce au matériel et aussi grâce au mimétisme avec les autres plans connus de l'Antiquité tardive. Donc, vous voyez que ces raisonnements sont des raisonnements un petit peu complexes. Mais on a des tailles ici qui sont totalement différentes, beaucoup plus importantes que la taille des fortifications du désert oriental. On est sur des surfaces qui sont quadruples ou quintuples de celles des petits postes du désert oriental. Pour Dionysias, qui a servi en quelque sorte de modèle à nombre de modèles pour raisonner sur ces fortifications de l'Antiquité tardive, en Égypte en particulier, on a surtout souligné l'importance de son aédès, qui est situé à l'extrémité d'un axe central qui part de la porte, qui montre un podium surélevé avec tout un dispositif ici cultuel, ce qui fait qu'on a beaucoup insisté sur la mise en scène à l'extrémité de cette allée de colonnade, de la mise en scène de ce lieu de culte pour quelqu'un qui entrait, et on l'a comparé volontiers à la mise en scène qui préside dans l'architecture civile à celle des palais impériaux de cette époque, notamment le palais de Split. Et on a construit autour de ce fort, qui a longtemps été le seul fouillé en Égypte et même en Orient pour l'Antiquité tardive, un modèle fonctionnel et un modèle d'architecture d'apparat à la fois valable pour l'architecture religieuse et pour l'architecture civile. Il y a des débats qui ont surtout agité les spécialistes dans les années 50 et 60, mais qui restent aujourd'hui tout à fait importants comme point de référence du raisonnement archéologique pour cette période. Et vous voyez qu'à Abouchar aussi, donc construit probablement, je dis probablement seulement, vers la fin du IIIe siècle, début du IVe siècle, on a face à l'entrée, et toujours à l'extrémité d'une colonnade, comme ici, un élément plus important que les autres, qui est le lieu de culte, donc l'aédès, une fois de plus,
Ici, on ne l'a pas, malheureusement. Et donc, à partir de ces quelques exemples, on a un modèle de construction, de fonctionnement de ces chapelles aux enseignes. Une fouille qui n'est pas encore publiée dans la vallée, juste au sud de Komombo, donc une fouille allemande cette fois-ci, montre qu'il y a à Nag el-Hagar un dispositif encore identique à celui-là. Bien. Alors, j'en ai à peu près terminé. Vous voyez que le caractère amical de notre collaboration en Égypte. Ce que je voudrais, pour finir, souligner, c'est essentiellement ceci. Ces petits postes du désert oriental que je vous ai présentés sont, dans l'ensemble militaire romain, à la fois, une exception et quelque chose qui s'inscrit dans un contexte qui est des pratiques techniques et des pratiques défensives qui sont tout à fait caractéristiques du monde militaire romain. Simplement, leur caractère exceptionnel peut être souligné par deux faits. D'abord, nous en connaissons aujourd'hui beaucoup en Égypte, qui sont complètement l'ensemble le plus important de tout le monde romain. C'est un premier point. En Occident, nous en avons très peu. En Orient, eh bien, je vous ai montré l'effort de la Strata Diocletiana. Aucun, jusqu'à présent, n'a été fouillé. Donc cet ensemble égyptien est tout à fait exceptionnel. En même temps, il ne peut pas servir véritablement de modèle de réflexion générale pour tous les petits postes du monde romain que nous connaissons plus ou moins bien et qui n'ont jamais été fouillés, parce qu'ils appartiennent à un milieu et ils ont une fonction qui sont spécifiques à une région et au trafic caravanier de ces routes. Donc, ils sont à bien des égards intéressants et nous apprennent beaucoup de choses à la fois sur le fonctionnement de l'armée dans ces régions et sur le fonctionnement de ces pistes, mais ils ne peuvent pas servir pour autant de cadre général de réflexion pour l'ensemble des dispositifs identiques que l'on peut avoir ailleurs, et notamment pour la Syrie. Et à l'inverse, ce que nous savons d'autres sites notamment des ensembles syriens, ne peut pas forcément être adapté directement à ces postes du désert égyptien, et en particulier leur chronologie, comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de la Strata Diocletiana. Ce sont là donc des questions qui sont des questions de recherche ouvertes, qui supposeraient des fouilles renouvelées, en particulier en Syrie justement. Ce n'est pas le moment, je le sais, mais ça se fera peut-être un jour, mais aussi, sans doute, sur des zones occidentales où on a beaucoup de petits postes de ce genre, mais qu'on a souvent assez mal fouillés quand on veut, pour que nous puissions comprendre, si je puis dire, leur architecture intérieure, leur mode de fonctionnement et, disons, l'ensemble des conditions qui ont présidé à leur élaboration. Je m'arrête. Merci de votre attention.